passer à notre cœur de notre journée d'aujourd'hui, l'héritage de la COVID pour les OBNL. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de tout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Pas mal tous les organismes ont vécu des conséquences. Certaines positives, beaucoup négatives. Ça a été un petit peu comme un ouragan. Ça a fait des ravages aussi dans certains organismes, mais il y en a d'autres qui ont acquis des leçons, puis pour qui ça va devenir quelque chose de structurant, quelque chose de positif. Donc, on va se poser des questions ce matin, on va regarder certains éléments, certains apprentissages. Puis mon objectif ce matin avec les 3 personnes qui sont en avant de moi, c'est de regarder qu'est-ce qu'eux ont appris, mais qu'est-ce qu'ils vont amener dans le futur à avoir changé et à avoir adapté suite à ce qu'ils ont vécu dans les 18 derniers mois. Avec moi ce matin, j'ai la chance d'avoir 3 invités. Je vais les nommer, mais je vais les laisser se présenter par la suite, en commençant par Caroline Amiot, qui est avocate et directrice générale de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure. Bonjour Caroline, peut-être 2 minutes pour te présenter puis présenter l'association. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir invités. Alors, l'association, comme tu l'as dit, Stéphane, je suis avocate et directrice générale de l'AQI, puis je suis ici depuis 13 ans aujourd'hui. Alors, ça va vite la vie. Puis l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure, c'est une association qui représente des entrepreneurs qui font des routes, des ponts, qui font des travaux dans les municipalités principalement. Alors, c'est nous, les cons oranges. Mais dites-vous qu'après, quand on a fini les travaux, vous êtes content, puis vous avez des belles pistes cyclables, vous avez des beaux aménagements sur votre territoire. On couvre le Québec. Notre association existe depuis 26 ans, principalement constituée d'entrepreneurs généraux, mais autour d'eux, comme 3 modèles d'affaires de l'OBNL, il y a des fabricants, des distributeurs, des membres services qui se greffent à nos membres. Excellent. Marie-Julie, qui est directrice générale de la Fondation René Verrier, Maison René Verrier, Service René Verrier, puis aussi, je pense que tu es impliquée avec l'Association des maisons de soins palliatifs. Bonjour Marie-Julie. Bonjour tout le monde, bon matin, merci de me recevoir. Oui, en effet, c'est bien résumé. Je suis directrice générale de 3 OBNL qui sont parallèles, mais très intimement reliés. Donc, on travaille en soins palliatifs et en fin de vie. C'est une maison de soins palliatifs comme il en existe 37 au Québec et je suis en effet la présidente bénévole du conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. On a eu beaucoup de pain sur la planche dans les derniers mois et je suis très heureuse d'être là ce matin pour partager tout ça avec vous. Merci de nous recevoir. Merci Marie-Julie. Nicolas, qui est le directeur général de la Halte du Coin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment très apprécié. Donc, moi, je suis depuis cet été, je suis directeur général de la Halte du Coin, un refuge pour personnes en situation d'itinérance, de détresse ou de personnes vulnérables. Ce refuge-là a été mis sur pied par 3 organismes communautaires durant la pandémie. Et donc, c'est vraiment pour moi un plaisir de venir partager un peu nos expériences. J'ai surtout de l'expérience à l'étranger avec Médecins sans frontières, ayant travaillé pour eux une 15aine d'années. Et maintenant, je suis dans mes débuts dans le communautaire au Québec. Là, et avec la pandémie, ça a été tout qu'un début. Et bien heureux de pouvoir être ici, là, partager un peu les expériences pour venir en aide aux personnes vraiment aux personnes vulnérables, c'est les personnes qui sont en situation d'itinérance sur le territoire de la Rive-Sud de Montréal. Peut-être une petite note importante. Moi, je tiens particulièrement à vous remercier toutes les 3 parce que c'est la première fois qu'on faisait un genre d'appel à tous. Et vous êtes portés volontaires tous les 3 à venir participer. Je vous remercie grandement parce que sans des gens qui viennent consacrer à transmettre leurs apprentissages, c'est un peu dur aussi pour les autres d'apprendre. On est très, très, très partisans des apprentissages entre les pairs. Donc, oui, c'est le fun des conférenciers, oui, c'est le fun des experts, mais dans bien des cas, les gens qui sont à côté de vous, des fois dans un organisme, on vous le voyez, là, des gens, maison de soins palliatifs, itinérance, association professionnelle, vous allez voir, mais vous allez retrouver à peu près des propos qui vont se ressembler. Fait que ça c'est un constat qu'on fait que je trouve très intéressant de partager, puis je vous remercie de pouvoir le faire ce matin. Ma première question va être très simple. Parce que je veux qu'on parle de l'impact ces humains. On va comment dans vos organisations après 18 mois de crise? Marie-Julie, je te vois sourire. Comment ça va chez vous?
Ah, on est fatigué. On est fatigué. C'est sûr que dans le réseau de la santé, puis comme partout ailleurs, ça a été particulièrement prenant, déstabilisant. Dans le milieu des soins palliatifs, notre ADN pur et dur, c'est d'être vraiment à proximité avec nos patients, avec leur famille et bercer les gens malades, les gens en fin de vie avec un masque, puis à 2 mètres de distance, puis habillés en astronaute. Ça a été absolument, puis ça l'est toujours. C'est très, 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 très démotivant pour nos troupes. Alors, il faut trouver des moyens pour les garder motivés et centrés sur la mission. Donc, pour les gestionnaires des maisons de soins palliatifs, le défi est constant depuis 18 mois et c'est lourd. Donc, on essaye de rester nous-mêmes motivés, mais on est fatigué. J'imagine. Nicolas, de ton bord? Ben, écoutez, j'avais écrit aussi fatigue, donc je vais pas me répéter. Je pense que tout gestionnaire d'organisation, à la base, doit avoir une fatigue, de toute façon, vu les responsabilités qu'on a. Puis si on rajoute la pandémie, la fatigue augmente. Puis d'accueillir des personnes vulnérables comme des personnes en situation d'itinérance, nous, on parle de haut seuil d'accessibilité. C'est assez simple. C'est des personnes qui peuvent être en état de consommation. Donc, on est toujours dans l'urgence. Moi, je dis souvent, j'ai trouvé mon MSF au Québec en travaillant avec les personnes en situation de vulnérabilité, en situation d'itinérance, et ça amène les gestionnaires à travailler non-stop, matin, après-midi, soir. Et il faut qu'on apprenne à mettre nos limites. Et ce n'est pas tous les gestionnaires qui apprennent à leurs limites, puis souvent, ils tombent en congé maladie. Il y en a plusieurs, j'ai plusieurs collègues de gestionnaires d'organismes communautaires qui sont tombés en congé maladie, vu tous les dédales administratifs, la pression et tout ça. On n'a pas eu la vie qui a été facilitée à travers cette pandémie, même si on a eu beaucoup de financement. Je pense qu'en termes de le côté humain est venu chercher beaucoup, et ceux qui vivent sur l'adrénaline ont réussi à passer à travers la pandémie, mais quand l'adrénaline tombe, c'est là qu'on tombe aussi. Est-ce que, avant que j'aille à Caroline, dans ce que tu dis, Nicolas, à travers ce que tu as observé dans le secteur communautaire, dans ton coin, est-ce que tu vois plus ou moins de collaboration entre les directions et leurs conseils? Parce que moi, j'ai vu les deux actuellement. Là. Puis moi, je pense qu'un des apprentissages aussi que je dénote là, face à la COVID, c'est le relationnel entre une direction et son CA dans son soutien. Je vous dirais, puis là, je ne sais pas qui est là aujourd'hui, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est pas grave. Je vais le dire pareil. On est juste entre nous 4 ici, donc il n'y a pas de problème. Non. Mais je vous dirais que ça dépend des organisations. J'ai eu 2 expériences. Une expérience qui ont été très ouvertes au début de la pandémie, mais plus que la pandémie allait, plus qu'ils voulaient se recentrer sur l'organisation et non la réponse à la pandémie. Et une autre organisation pour laquelle je suis aujourd'hui, une ouverture 100%, les bras ouverts pour qu'on puisse porter l'organisme. Donc, je pense que ça dépend des conseils d'administration et ça dépend des situations. Mais souvent, moi, j'aimerais que les conseils d'administration fassent confiance à leurs employés, fassent confiance à leur direction générale pour dire oui, on a des inquiétudes, mais vas-y et plonge. Puis je pense que j'ai eu 2 expériences différentes et je tiens à le mentionner parce qu'une était positive, celle en ce moment, et l'autre, vers la fin, avant que je quitte l'organisation, ça a été plus difficile. Merci, Nicolas. Caroline, comment ça va? Mais nous autres, ça va bien. Ça va bien actuellement. C'est sûr qu'on n'est pas dans le même milieu, là, mais hier, on tenait notre premier événement présentiel dans une salle de réunion. On a eu un tournoi de golf cet été, mais tu vois moins les gens. Mais là, hier, on était 100 personnes dans une salle, à une conférence avec le ministre Fitzgibbon. Je te jure, la première chose que les gens se disaient, c'est pas « Ah, c'est cool, on va parler de nos chantiers », c'était « Hey, on se voit en vrai ». Les gens étaient hyper contents de se voir. Ça fait du bien. On parle du moral de la direction générale, ce que tu as dit, Nicolas, là, puis je partage très ouvertement, je me livre à vous. Moi, quand le confinement est arrivé l'année dernière, là, on s'est mis à travailler des heures de fou pour nos entrepreneurs en construction parce que les chantiers ont été fermés. C'était la première fois que ça arrivait, les chantiers de construction fermés, les téléphones, ça finissait plus, on a fait des heures de fou. Et tu disais, Nicolas, on ne sait plus si on est jour, si on est le soir, si on est lundi, si on est la fin de semaine.
on perd la notion du temps, puis comme gestionnaire, c'était non-stop, ça ne finissait plus. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu plus simple pour moi d'être bien détaché de ma maison pour mon travail, puis moi, je suis revenue plus rapidement au bureau parce que j'avais besoin d'avoir ce pont-là, à un moment donné, de départager mes tâches, puis ça a fait en sorte que ça m'a aidé. On est revenu, nous, ici, en présentiel, avec une politique de télétravail, évidemment, là, mais on est revenu début septembre. Puis, je pense que, en tout cas, peut-être que j'ai des gens de ma gang qui écoutent, mais moi, j'ai l'impression que ça fait du bien. Ça nous rapproche, ça nous aide. C'est bien le virtuel, puis ça va rester. Puis, on va en parler tantôt là, de comment on doit rebondir comme gestionnaire face au virtuel, au télétravail, tout ça. Mais ça fait du bien aussi. Il faut penser aussi aux employés. Peut-être qu'il y en a chez vous, là, mais il y a des employés qui ne sont pas capables de rester en télétravail tout le temps non plus. Fait que comme gestionnaire, c'est d'être un bon équilibriste. Puis il y a des organismes un peu comme celui de Marie-Julie où qui interviennent. Eux autres, il n'y a pas question de télétravail pour eux. Là. Il faut changer une couche, il faut changer une couche. Là. On ne peut pas faire ça. J'imagine mal faire ça à distance par Zoom. Là. Fait que tu as des gens de terrain en intervention. C'est la même chose avec Nicolas quand tu reçois des gens en hébergement. Fait que de décoller les équipes de gestion, les envoyer à la maison, mais de garder tes équipes d'intervention sur les lieux, c'est un cauchemar. Là. On s'entend aussi. Mais je suis curieux, là, je sens détecter des apprentissages, là, puis ce serait quoi, là, sur le côté humain, le premier apprentissage? Peut-être deux volets. Un volet personnel par rapport à votre rôle comme gestionnaire, mais le restant aussi, le volet humain de vos organisations. Qu'est-ce que vous avez appris des 18 derniers mois, puis qu'est-ce que vous allez avoir changé? Marie-Julie, on va commencer avec toi. On fait la roue. On fait la roue. C'est sûr qu'au niveau de l'équipe, pour travailler en soins palliatifs, ça prend des gens qui sont à la base très, très, très engagés et très... le don de soi est toujours quelque chose de très inné dans une équipe comme celle-là. Mais il y a deux niveaux à l'équipe. Il y a en effet les intervenants planchers, puis après ça, il y a tous ceux qui sont au niveau gestion, coordination, administration. Alors moi, j'en ai eu une gang qui sont partis en télétravail, puis j'avais mon autre gang aux soins qui étaient tous là. Tous nos bénévoles ont arrêté de venir s'impliquer avec nous. Et là, par eux-mêmes, mes employés administratifs sont venus remplacer les bénévoles. Alors là, mes employés qui auraient dû être en télétravail, j'étais justifiée de les ramener au bureau parce qu'ils devaient aller eux autres aussi sur le plancher pour faire l'accueil, pour aider aux soins, pour aider à la cuisine. Donc, ça s'est fait naturellement et ce que moi, je me suis aperçue, puis dans le réseau des maisons de soins PAL, il y a des gestionnaires qui ont pris la décision elles-mêmes de se retirer pour aller en télétravail. Alors que moi, j'ai décidé de rester sur le plancher avec mon staff. Et je pense que la différence entre les deux, c'est que mon staff a été excessivement rassuré d'avoir leur DG avec eux autres. Je dirais pas jour, soir, nuit, là, mais on était là souvent. Et puis, je disais toujours à mon staff, vous savez, au début, il fallait qu'on mette énormément de restrictions dans les visites avec les proches aidants. Il y a eu quelques jours où même les gens étaient interdits de venir voir les patients en fin de vie. Ça a duré quelques 5-6 jours, mais ça a été très intense et j'ai dit dès le départ à mon staff que je ne voulais pas qu'ils deviennent les porteurs de mauvaises nouvelles. C'était mon rôle de le faire parce qu'eux autres, essentiellement, il faut qu'ils restent les doux et les gentils soignants. Ils ne peuvent pas prendre le méchant rôle. Alors, il faut assumer ça dans notre rôle de gestionnaire. Et comme disait Nicolas tantôt, il faut par contre aussi savoir où va être notre limite. Alors, moi, j'ai pleuré avec des gens à qui j'ai dû dire non parce qu'ils ne pouvaient pas venir voir leur grand-père. Et mais je disais non, pareil, c'était mon obligation. Fait que, à un moment donné, on a vite tombé dans la résilience, on a vite tombé dans qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour pouvoir passer à travers ça parce que ce n'était que le début. Alors, j'ai consulté toute notre équipe et ils m'ont appris énormément de choses. Moi, qui est une gestionnaire, qui n'est pas sur le plancher des vaches, en étant avec eux autres, ils m'ont appris énormément de choses sur le côté humain. Alors, on a fait ce qu'on a appelé des Jedi. Et on se mettait tout alentour d'une table, on devait prendre une décision, tout le monde assumait cette décision-là, tout le monde était d'accord, alors c'est un Jedi.
Fait que c'était ce qu'on faisait. Alors, vous autres, vous étiez des Jedi, Marie-Julie, mais nous autres, on était des ninjas. Ah, ce serait Je bien. pense que tout l'univers Comic-Con va y passer. Là. C'est drôle, c'est fou comment on vit la même chose. Vas-y, Marie-Julie. Ben, c'est à peu près ça avec l'équipe. Puis avec moi, ben, c'est ça, le côté humain. C'est sûr que chez nous, chaque fin de vie est précieuse. Hein? On ne peut pas la recommencer. On n'a pas une deuxième shot pour faire notre fin de vie. Alors, vraiment, vraiment se recentrer sur qu'est-ce qui est essentiel pour chacun de nous, à quoi ça sert ce que je fais, pourquoi je le fais. Parce que ça se peut que demain, ça ne soit plus là, puis qu'il n'y ait plus rien. Là. Fait que ça a été très, très, très... c'est une leçon immense et d'humilité et de pourquoi on est là, puis on continue de le faire surtout. C'est presque impossible d'avoir du détachement aussi. Puis comment on se protège, puis comment on protège nos équipes, parce que veut pas, les gens le prennent à cœur. Donc, on met le bras dans le tordeur émotif des fois. Là, on rajoute tout ce qui se passe à la maison. On rajoute la gestion du changement là-dedans. Comment on protège les équipes? On peut-tu protéger les équipes? Puis est-ce que c'est notre rôle? En assumant notre rôle. Il faut être là, puis ça prend une personne méchante dans certaines situations et on ne peut pas laisser cette responsabilité-là à nos équipes. Il faut qu'on l'assume. Une fois que c'est fait, après ça, on a le droit de se prendre une petite coupe de vin puis d'aller se bercer, là, par exemple. C'est bon, ça. Nicolas, dans ton cas, toi? Mais, je te dirais... Apprentissage et qu'est-ce qui a changé? Ben, les apprentissages, pour moi, dans des périodes difficiles, il faut s'assurer que nos employés sont heureux. Excusez-moi. Et pour ça, dès le départ, dès qu'on a mis notre organisation en place, on s'est assuré d'avoir les meilleures conditions sur le marché possible à la hauteur de ce qu'on pouvait faire. On a ouvert une organisation, on a choisi les salaires en conséquence, on a choisi les conditions de travail avec le régime de retraite, avec assurance collective et tout ça, ce qui n'est pas nécessairement facile dans le milieu des OBNL, d'être à la hauteur ou se rapprocher du système public et tout ça. Puis je pense que ça, c'était la base. Si on a des employés heureux, ils vont aller à la guerre avec nous. Et c'est ce que j'ai senti dans les deux organisations pour lesquelles j'étais, puis l'organisation où je suis en ce moment, c'est vous êtes heureux d'être là tous les jours, vous êtes au front. On est 24 heures sur 24 comme organisation. Donc, nous, le télétravail, c'est seulement les gestionnaires qui peuvent, ou c'est seulement ceux qui sont en communication ou dans des postes administratifs. Mais ceux qui sont en première ligne, on va s'assurer qu'ils sont contents d'aller au travail tous les jours. Puis moi, je pense que c'est ça qui nous a aidé à passer au travers de la pandémie, c'est d'avoir une équipe solide. Aujourd'hui, à la Halle du Coin, on a une équipe solide. On vient en aide avec des personnes intoxiquées au niveau drogue, au niveau alcool, tous les jours. Violence physique, violence verbale, problèmes de santé mentale et tout ça. Donc, pour être en première ligne, moi, c'était ça. Puis c'est aussi quand on parle de l'être humain, c'est comment créer le lien. Comment créer le lien entre les gestionnaires, entre les employés, puis entre les personnes qui utilisent nos services. Si le lien n'est pas là entre toutes ces différentes sphères, bien, ça ne peut pas fonctionner. Puis je pense que c'est ce que j'ai martelé à mes équipes depuis le début. Prenons le temps. Même si on est dans l'urgence, prenons le temps de s'asseoir avec un employé ou avec une personne qui utilise nos services pour voir juste comment ils vont. On n'est pas obligé d'être un thérapeute pour s'asseoir avec quelqu'un. Là, on n'est pas en thérapie perpétuelle. Là. On peut juste s'asseoir avec quelqu'un et lui demander comment ça va. Puis je pense que c'est ça pour moi, de nous ramener à l'être humain. Puis pour ça, on doit se sentir bien. Puis pour se sentir bien, on doit s'écouter. Puis moi, dans la pandémie, j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à dire, il ne faut pas que je m'oublie. Si je veux réussir à prendre soin des autres en tant que gestionnaire, il ne faut pas que je m'oublie. Puis de mettre des trucs en place, de prioriser la famille, prioriser le télétravail au lieu d'aller au travail. Oui, être proche de nos équipes, mais aussi de ne pas s'oublier comme être humain parce qu'on a tous passé à travers des moments difficiles, puis ça me touche encore de savoir que j'ai plusieurs collègues qui sont encore aujourd'hui en congé maladie. Donc, l'être humain, il ne faut pas l'oublier parce que sinon, on est dans une société de performance. On n'est pas performant quand on n'est pas humain. Tu as raison, Nicolas. Je suis curieux, Nicolas, quand on a fait la préparation, tu en as parlé un petit peu, là. Tu as eu le privilège de travailler pour Médecins sans frontières, donc ce n'était pas ta première crise.
est-ce que tu considères que le bagage que tu as amené, que tu as vécu à l'international avec cet organisme-là, fait que tu as été mieux préparé pour assumer ce qui s'est passé pendant la pandémie, ou tu dis que ça n'a pas du tout de lien? Je te dirais que moi, quand j'ai eu mon premier emploi au Québec, là, en janvier 2020, là, il n'y avait pas de pandémie. Donc, j'étais comme, OK, j'ai un horaire régulier, 9 à 4, j'ai des pauses, j'ai ci, j'ai ça, ce que j'avais jamais eu dans ma vie. Tu sais. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois. Puis j'étais comme, finalement, je me sens dans mon élément. Quand la pandémie est arrivée, j'étais comme, bon, il manquait un petit peu d'action. Je veux dire, je ne recherchais pas la pandémie. Mais ayant géré des crises comme en Afrique de l'Ouest en lien avec Ebola ou choléra, ou, tu sais, pour moi, travailler en mode crise, c'est mon mode. Et c'est un peu pour ça aussi que je suis rendu dans une organisation aujourd'hui où on est en constante réaction à de l'urgence. Puis je pense que l'expérience à l'international, puis le disait notre ancienne présidente, Joanne Liu, pour que le Québec puisse être bien préparé à la crise, il faut avoir un plan d'urgence. Et ce plan d'urgence-là n'était pas nécessairement là au début. Puis elle a martelé ça. Nous, on a toujours, avec Médecins sans frontières, des plans d'urgence, des plans de gestion de crise, au cas où ça arrive. Et je pense que c'est un peu ça qu'on a dû s'adapter. On n'est pas habitué de vivre dans l'urgence au Québec. On est dans un environnement contrôlé, sécuritaire et tout ça. Mais là, on a été complètement déstabilisé. Donc, moi j'étais dans mon élément. Moi, quand je suis dans l'urgence, je suis dans mon élément. Et quand je ne le suis pas, bien là, il faut que je me trouve des urgences. Tu sais. C'est pas grave, toi, s'il manque une pinte de lait le samedi soir, là, à 11 h, tu vas trouver une autre solution. je vais trouver une autre solution. Mettons que des pintes de lait, ça, c'est une problématique légère par rapport à ce qu'on a géré. Mais honnêtement, je recherche pas des pandémies, là, pour être honnête personne, avec je vous, pense. mais il faut qu'on soit préparé pour l'imprévu. Puis je pense que, tu sais, on en parle ici, là, mais se préparer pour l'imprévu, c'est la suite des choses maintenant. Ben oui, puis un des rôles en gouvernance que beaucoup d'organisations oublient, les conseils d'administration, c'est le plan de gestion de risque. On s'entend, ça, c'était peut-être pas un risque qu'on voyait venir personne, on ne voyait pas l'étendue non plus, mais il y a certains éléments là-dedans qui, s'ils étaient mieux préparés, auraient permis d'être plus fluide dans les transitions qu'il y a eu au printemps passé. Caroline, dans ton cas, toi, comment vont les humains chez vous, puis qu'est-ce que vous avez appris? Bien, ce qu'on a appris, c'est que ça nous a, moi je disais, quand c'est arrivé le confinement, tout ça, on faisait nos appels, nos entrepreneurs, les chantiers étaient fermés, il fallait donner beaucoup d'informations. C'était beau aussi de voir, Marie-Julie le dit un peu, là, les gens, les employés se sont proposés volontairement, là, mais c'était beau de voir dans l'équipe, OK, moi je vais faire ça, je vais aider. Il y avait énormément d'entraide dans l'équipe de la permanence. Là, puis même quand on a parlé, on a tout de suite mis une cellule de crise en place, nous, quand c'est arrivé. Puis la petite cellule a dit non, on garde tout le monde. C'est probablement la période où on va avoir le plus besoin de l'association dans toute son existence parce qu'on a besoin d'être à l'affût de ce qui se passe au niveau gouvernemental, de savoir comment les chantiers vont repartir, qu'est-ce qu'on peut faire sur nos chantiers. On n'a jamais fait autant de rencontres avec nos membres. Au début, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous autres, Teams, on n'était pas encore bien setés là-dessus, ni Zoom. On faisait des appels téléphoniques, on achetait une ligne téléphonique sur lesquelles on pouvait se connecter 100 personnes. C'était le Capharnaüm. Ça n'a pas duré longtemps, mais je m'en rappelle assez pour vous en parler. On dirait que j'étais en 1930 avec un téléphone dans un poteau. Mais c'est à peu près ça pareil. Donc, on faisait des réunions 2 fois par semaine, des fois. Puis là, en tout cas, on a réussi quand même à transmettre de l'information. Puis, Zoom est arrivé rapidement dans ça. On a fait des webinaires. Mais je pense que ce qui va ressortir le plus, c'est que même comme gestionnaire, là, moi, je me suis beaucoup informée et formée pendant cette période-là pour aller chercher sur la bienveillance, sur le fait de bien se soucier de nos employés, mais des membres aussi, de connaître les réalités. Puis on devenait en tout cas dans notre cas à l'association, là, il y a des entrepreneurs qui me disaient, Caroline, on t'écoutait religieusement là, quand tu faisais des webinaires, on avait besoin de cette source d'information-là. Quand les chantiers ont repris, bien là, la vie normale pour eux a repris. Ils ont eu moins besoin de notre suivi. Mais pendant ce crunch-là, de mars à mai-juin, là, c'était intense. Puis ça nous a permis de nous rapprocher beaucoup d'eux. Ce que ça va avoir laissé, c'est ce sentiment-là, peut-être pour les membres, de réaliser que, tu sais, on est une association, on travaille, on fait notre quotidien pour eux. Mais là, il y avait vraiment besoin, puis on était vraiment là pour eux. Puis on les a aidés, on les a accompagnés. Puis je vous dirais que c'est vrai à l'inverse aussi.
parce que moi, puis je dis moi, là, mais l'équipe, là, ça nous a fait tellement de bien aussi de savoir qu'on était utile à ce point-là. Quand on a fini ce rush-là pour nous, parce que nos chantiers sont repris, c'est moins drastique que pour d'autres milieux. Là, je regarde les bars, ça a été long avant que ça reprenne, mais nous, la construction, le gouvernement, Legault a choisi de servir des infrastructures pour repartir l'économie. Fait que on a rapidement été remobilisés, mais ça a fait en sorte que c'est ça, cette utilité-là, les gens nous ont utilisés pour venir chercher l'information. Alors, ça a été intéressant. Ça va sûrement laisser aussi ce sentiment-là, un sentiment d'appartenance peut-être plus fort des deux côtés, un sentiment d'utilité pour les gens de la permanence, un sentiment d'appartenance pour nos membres, puis de dire si j'ai un besoin, je sais que je peux les contacter, puis avoir les réponses, à tout le moins l'appui. Puis je dirais même aussi que pendant nos appels téléphoniques à la ligne ou quand on a découvert Zoom puis qu'on s'est mis à travailler adéquatement, là, il y a eu énormément de collaboration. C'est fou entre les membres. Il y en avait déjà beaucoup, mais là, c'était exponentiel. C'était x10. Alors, moi, j'ai vu telle situation au niveau de la santé, sur la sécurité sur mes chantiers. OK, moi, je vais faire telle affaire. As-tu vu tel document? Énormément d'entraide entre les membres. Puis, je dirais aussi entre les associations en construction. On est tous des OBNL. On en parlait avant de se connecter, Stéphane, avant de laisser rentrer les gens. Il y a beaucoup d'associations en construction. Il y en a qui se ressemblent. Il y en a qui ont un peu le même carré de sable. Mais je te jure que pendant cette période-là, là, on avait tout le même carré de sable. On a fait des appels avec le gouvernement qui se sont faits. Puis je dirais que je pense même que le gouvernement appréciait ça. Puis Marie-Julie, en étant la présidence du regroupement des associations de maisons, peut-être que tu l'as vécu toi aussi, là, mais quand un décideur politique a toute une industrie devant lui regroupée qui parle toutes la même voix, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais il y a eu beaucoup de collégialité aussi entre les associations. Oui, je suis d'accord que pour le gouvernement puis pour n'importe quel ministère, ce qu'on a appris dans la dernière année, c'est que quand les gens s'unissent et ont une voix forte qui porte et non pas avoir 37 maisons de soins palliatifs qui interpellent le ministère de la Santé, c'est autre chose, là. Ça, c'est une grande leçon, je pense, un petit peu pour tout le monde dans les OBNL. C'est important de s'allier dans un réseau, dans une association ou une alliance quelconque qui nous ressemble, dans lequel on va, oui, pouvoir partager nos expériences puis apprendre de l'expertise des autres, mais aussi quand il y a une crise qui arrive, quand il y a une urgence, ça prend une voix forte pour faire entendre tout ça. Mais je vais utiliser ce propos-là pour glisser vers le deuxième sujet, là, mais on s'entend, Caroline, dans un cas d'une association comme vous autres, là, traditionnellement, vous étiez très dans l'événementiel, donc vous aviez des ressources. Dans le milieu associatif, on s'entend que du jour au lendemain, passer d'activités traditionnelles associatives à faire de la représentation gouvernementale, puis faire de la mobilisation, puis c'est la même chose dans l'association, là. Ce switch-là, comment il a été pris financièrement? Parce qu'on s'entend, peut-être que tu me dis que tu fais moins d'événementiel, mais je connais beaucoup d'associations où le gros problème, c'est qu'il y avait des équipes d'événementiel, puis du jour au lendemain, vous n'avez rien à faire pendant 6 mois. Oh non! Là, en même temps, on dit, vous allez être responsable de monter des guides de normes sanitaires. Avez-vous les équipes pour le faire? Puis rush. Fait qu'il y a eu, dans le milieu associatif, il y a eu toute une transition de compétences. Puis là, je reviens sur le milieu humain, mais aussi un arrêt d'activité qui était fondamentalement, puis Marie-Julie, je vais être curieux de t'entendre au niveau de la philanthropie. Tu sais, le niveau associatif, c'est beaucoup des activités réseautage, ainsi de suite, congrès, conférences, colloques. Dans la philanthropie, c'était beaucoup les événements en tant que tels. Donc là, on arrête tout ça. Fait qu'en plus de switcher les compétences, on a un impact sur le financement. Il faut le savoir, on avait fait un sondage au mois d'avril de l'année passée sur le financement, puis il n'y a pas une organisation qui n'avait pas eu un impact négatif. Là, 18 mois plus tard, on se rend compte que, il n'y a peut-être pas tant d'OBNL que ça qui ont fermé, puis c'est peut-être pas l'enjeu de financement qui a été le plus grand par rapport à ce qu'on voyait en début de crise. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Puis Nicolas, j'ai d'autres questions pour toi, inquiète-toi pas. Parce que c'est l'arrêt de l'événementiel, que ce soit en philanthropie ou en associatif, qu'est-ce qu'on a fait avec nos équipes? Comment ils ont vécu ça? Mais c'est surtout, est-ce qu'on réembauche les mêmes personnes vu qu'on revient dans des programmations plus traditionnelles? Fait que la question, c'est est-ce que, Caroline, en 2022, ton programme d'activité va ressembler à celui que tu avais en 2019?
Puis Marie-Julie, est-ce que votre façon de lever de la philanthropie va être la même qu'en 2019? La question est bonne parce que quand c'est arrivé en 2019, je disais qu'on a mis une cellule de crise en place. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris notre budgeté 2020. On l'a tout regardé, on a dit que ça, on coupe, ça, on coupe, ça, on coupe, ça, on coupe. On est arrivé en bas, on finissait à moins 200 000 sur un budget de 1,2, 1,3. On a fait comme, oh my God, on s'en sortira pas. Mais de fil en aiguille, on a appris à changer nos façons de faire. On a annulé notre congrès, puis c'était le plus gros poisson d'avril de l'association parce que notre congrès, c'était le 1er avril. Je vous le conseille. Faites jamais ça le 1er avril. Ça peut porter malheur. Mais bref, on fait bien des blagues avec ça. Mais on a annulé notre congrès. On se rappelle, c'est le 13-15 mars là, que le premier ministre a fermé. Nous autres, 1er avril. 4 exactement. Tout était prêt, tout était seté. Fait que ça a été, bref. Mais on s'est reviré, on l'a fait virtuel, on l'a fait différemment. Puis c'est sûr que toute la part, si on parle de financement, là, il y a eu beaucoup de financement public. Il fallait, tu sais, tantôt quand je disais qu'il fallait rester formé comme gestionnaire, là, moi, je pense que tous les webinaires qu'il y a eu sur les politiques de financement qui étaient mises en place par le gouvernement, j'ai Nadia à la comptabilité qui a fait tous ces webinaires-là. Il fallait, comme gestionnaire, pousser nos gens vers ça. Puis même, je le dis encore, il y en a plusieurs d'entre elles qui, parce qu'on est une équipe de filles, mais plusieurs d'entre elles le faisaient par elles-mêmes, allaient chercher l'information. Ça a été une bouffée d'oxygène pour les associations d'avoir cette partie financière-là parce que on est d'abord une association qui fait du lobbying. Puis pour se greffer puis avoir un soutien financier, oui, il y a des activités de réseautage qui se font, mais les activités ont eu lieu, le congrès, de façon virtuelle, différemment. Les gens, à l'interne, ont pensé aussi de les organiser différemment. Puis ça nous a amené ailleurs. On a fait un gala enregistré. Il y a eu des super belles réalisations. Puis 2022 va ressembler à quoi? Est-ce que vous aviez rendu 2019? Bien, je te dirais que 2022, ça va probablement ressembler à 2019, sauf une portion importante, le volet de nos formations. On va, parce qu'on est une association qui fait beaucoup de formations pour ses membres. On roule entre 500 et 700 inscriptions par année. Puis, ce que ça va apporter, c'est un modèle d'affaires totalement différent. On est déjà dans des discussions. On présente le budget au comité exécutif la semaine prochaine. On va aller vers des plateformes. On va avoir beaucoup plus d'offres à la demande. On va essayer de devenir un Netflix de la formation en construction. C'est notre orientation. Puis, on voit qu'il y a cette demande-là. Tu sais, est-ce que cette façon de changer nos formations serait arrivée tôt ou tard? Moi, je pense que oui. Mais ça, la pandémie nous force à réfléchir plus rapidement. Oui. Fait que le volet formation, oui, va être différent. Il y a un des volets positifs, disons-le, de la pandémie, c'est l'adoption plus rapide de la technologie dans la majorité des secteurs. Puis juste l'ouverture d'esprit du discours technologique. Là, parce qu'il y a des organisations qui étaient... On serait encore au fax si on se fiait à leur résistance au changement. Marie-Julie, pour la partie philanthropique... Annonce que nous autres, dans le milieu médical, on est encore au fax pour ça. Oui, je sais. Prendre un rendez-vous, c'est quelque chose. Je dis ça de même. Écoutez, nous autres, c'est sûr que 2022, en termes de philanthropie, ça va ressembler grandement à ce qu'on était en 2019. Cela dit, puis là-dessus, là, c'est un beau partage là, que je peux vous faire. Nous autres, ici, à la Fondation René Verrier, depuis toujours, et c'est ma façon de faire avec mes partenaires financiers commanditaires de mes activités levées de fonds, quelles qu'elles soient, je signe des contrats de 3 ans ou 5 ans. Si bien que j'ai personne qui m'a pas versé son engagement financier, même si l'activité en tant que telle n'avait pas lieu ou avait lieu différemment. Parce que au final, nous, on a des grandes activités de financement. Chaque maison, on en a 2 ou 3 par année que nous, on gère, des tournois de golf, des vins fromages, peu importe, le name it, là, toutes les recettes sont bonnes. Et nous, notamment à Drummondville, on a la Divine Soirée Blanche. Et la Divine, en commandite, uniquement, elle nous rapporte pour 100 000 $. Et je n'ai pas eu personne qui n'a pas versé soit son engagement total ou une portion de son engagement parce qu'ils voulaient quand même honorer leur engagement avec moi. Et avec nous et avec la cause. Donc, ça l'a aidé énormément. C'est sûr que là, 2022, on refait nos parties comme on les faisait. Là, on a assez hâte de faire nos parties puis de se voir, puis de se faire chin-chin, puis bon.
Fait que ça, c'est une Il faut les première rentabiliser, chose. les belles robes, hein, puis les beaux Oui, habits. oui, Hein? exactement. Comme disait Caroline aussi, je pense que la notion d'aller profiter de tout ce que le gouvernement mettait en place, provincial ou fédéral, Même la municipal. SSUC notamment, qu'il fallait absolument aller chercher dès le départ, les maisons de soins palliatifs et les OBNL qui ont tardé parce que soit qu'ils ne savaient pas comment faire ou qu'il n'y avait pas d'aide pour le faire, ou que le conseil d'administration était un petit peu trop lent à réagir. Ça a été long avant que l'argent rentre, là, mais c'était du liquide qui était instantané, là, qui nous permettait d'avoir des assises. Et ça, selon moi, les DG, les gestionnaires qui n'étaient pas aptes à le faire, le CA a manqué son rôle et sa responsabilité quand il a laissé le train passer, là. Fait que moi, comme présidente à l'Alliance, notamment, j'ai brassé des maisons puis j'ai brassé des DG parce qu'il fallait qu'ils aillent chercher ça. C'est une question de survie. Et en plus, quand on pouvait encore plus aller chercher les autres notions chez nous ici, j'en ai profité pour aller faire former. J'ai 7, ce que j'appelle mes chefs de secteur, donc mes coordonnatrices, coordonnateurs. J'ai 7 chefs de secteur qui ont été formés par le certificat de leadership de l'Université McGill, l'Université Concordia, je parle. Fait qu'on en a profité aussi pour faire ça. Donc, il ne faut pas rester, même en gestion de crise, dans le passif. Il faut prendre le taureau par les cornes puis y aller. Parce que aussi, les gens à qui on demande de s'engager avec nous, nos commanditaires, nos partenaires financiers, quand ils voient qu'on fonce puis qu'on n'a pas les deux doigts dans le nez, là, puis qu'on essaye par nous-mêmes de ne pas être toujours en mode « Oh, mais là, aidez-moi, s'il vous plaît, je fais donc bien pitié. » Tu sais, les gens d'affaires, c'est des gens d'affaires. Qu'est-ce que tu fais pour t'aider? Aide-toi et je t'aiderai ensuite. Là. C'est de la ça, musique c'est à ça. mes oreilles. C'est de la musique à mes oreilles, Marie-Julie. Nicolas, je veux qu'on aborde le financement différemment. Tu es dans un secteur où il y a eu beaucoup d'argent public qui est arrivé dans les derniers mois. Puis tu m'as dit toi-même que tu étais inquiet sur le long terme de cet argent-là. Donc, comment on se prépare à ce que les programmes publics qui nous font vivre peuvent peut-être disparaître du jour au lendemain quand la pandémie va être moins présente? Je pense qu'on doit parler d'agilité au niveau de recherche de financement. Durant la pandémie, on a été, notre équipe, on a fait 25 demandes de financement à différents acteurs et tout ça pour être sûr d'avoir du financement. Finalement, cette année, l'année passée, c'était 25, cette année, c'est 2-3, c'est majoritairement les fonds publics. On a une stabilité jusqu'en mars 2022 aujourd'hui, parce qu'on sait que les fonds COVID dans notre milieu vont jusqu'en mars 2022 et on doit être agile, on doit sortir de notre boîte de financement public, puis on doit se rapprocher des fondations. Je suis vraiment en lien étroit, par exemple, avec Centraide, avec la Fondation du Grand Montréal. Là, je vais participer à un congrès avec l'Institut Mallette qui est en lien avec la philanthropie à Québec. Sortons de juste notre financement régulier d'urgence parce qu'il n'y en aura plus selon les gouvernements bientôt d'urgence. Parce qu'il y a une pression du public, il y a une pression des partis politiques de lever l'état d'urgence sanitaire. Puis le jour où ils vont lever l'état d'urgence sanitaire, il n'y aura plus les justifications en arrière pour ouvrir les coffres. Non? Puis l'inquiétude majeure qu'on a, c'est qu'on a pu démontrer avec le financement qu'on a eu cette année qu'on a financé à la hauteur minimale des besoins. Donc, les gouvernements sont capables en temps de crise. Mais la crise humaine ou la crise en santé mentale ou la crise des personnes vulnérables va continuer le jour où l'état d'urgence sanitaire va être levé. Donc, les besoins vont rester. Les besoins vont rester, puis ça va être important qu'il y ait des engagements fermes des gouvernements, surtout des gouvernements pour dire, bien, on continue à vous financer à la hauteur de ce qu'on vous a financé. Mais il n'y a aucune garantie et je ne sens pas que, en tout cas, il ne faut pas que je sois pessimiste, on va essayer d'être positif et d'être optimiste. Mais je souhaite vraiment que le gouvernement va dire on continue. Et c'est pour ça que j'essaie de sortir. J'essaie de sortir du côté traditionnel. Et souvent, mes employés me disent « Mais pourquoi tu n'es jamais là ou pourquoi tu es toujours en réunion? »
Mais c'est parce que j'explore tellement de monde en ce moment qu'une organisation qui a un financement périn n'est pas obligée d'explorer parce qu'ils ont son financement et ils ne sont pas obligés de dépenser. Je suis toujours en réunion à chaque semaine avec différentes personnes en lien avec le financement. Quand j'ai été engagé cet été, mon CA m'a dit on t'engage pour 2 choses. La pérennité de l'organisme et trouver un nouveau lieu, parce qu'on est amené à déménager aussi dans les prochains mois. Donc, j'ai 2 défis. Construire une nouvelle organisation au niveau financier et la construire au niveau physique. Donc, je pense qu'il faut qu'on parle d'agilité et d'ouverture. Puis je veux interpeller tous les acteurs. Je suis beaucoup dans les médias. J'essaie vraiment d'interpeller tout le monde en lien avec une problématique sociale. On parle d'une réponse de société. Aujourd'hui, ça n'appartient pas à la halle du coin de répondre aux besoins dans l'urgence. Ça appartient à la société de pouvoir avoir une société plus juste et équitable pour que tout le monde ait accès à des soins de santé, accès à un emploi, accès à un minimum de revenus et tout ça. Mais ça, c'est une grande bataille globale. Puis je pense que chaque petite organisation peut mener cette bataille-là, mais le défi est grand et les inquiétudes sont encore là en lien avec le financement périn ou le financement tout court des organisations qui ont été financées dans l'urgence. Je serais curieux de savoir il y a combien d'organisations qui ont été ouvertes pendant la pandémie et qui vont fermer le jour où le financement va arrêter. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça qui ont été ouvertes, mais je peux te parler d'un paquet qui ont déployé des services, que ces services-là vont tomber ou qui vont changer d'échelle d'intervention. En sécurité alimentaire, entre autres, là, où il y a eu beaucoup d'argent dans le système d'urgence, en itinérance aussi. Fait qu'il va falloir voir. Je pense que tu as mis un terme dans ta discussion qui s'appelle pérennité, puis je pense que c'est là qu'elle va se tenir. Puis il y a une question qui est de Daniel qui est intéressante, puis on va l'amener à un sens plus large. Nicolas, Daniel veut savoir si tu penses que tu vas avoir un soutien de ta municipalité. Mais moi, j'irais même un petit peu plus loin, puis la question va s'adresser à Marie-Julie aussi. Est-ce que traditionnellement, on se tourne tout le temps sur le gouvernement provincial, mais la prise en charge des milieux, tu sais, tu le fais individuellement, Marie-Julie, peut-être avec des commanditaires. Nicolas, tu dois avoir peut-être des partenaires financiers, Pratt & Whitney de ce monde qui te donnent de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est là où je veux vous amener. Tu dis non, puis c'est intéressant parce que tu viens de le dire. Puis moi, un des apprentissages face à ça, c'est qu'on avait pour une fois quelque chose qui concernait tout le monde. Tout le monde s'est senti concerné. Fait que l'élément collectif de la prise en charge de ces difficultés-là, comment vous le voyez dans votre façon d'intervenir, puis peut-être aller un petit peu plus loin, Nicolas, là, sur ça. Là, puis la question, si tu penses avoir du soutien municipal. On va les interpeller. Le 20 octobre, il y a un débat et je vais les interpeller directement sur le futur de notre organisation, le futur, c'est quoi leur plan en itinérance. Je pense qu'il faut interpeller de plus en plus directement les élus aux 3 paliers de gouvernement sur leurs responsabilités qui les incombent, à chacun leur palier. Là. Parce que souvent, ils se renvoient la balle entre les différents... Tu sais, on parle de logements sociaux, ben c'est le municipal qui le renvoie au provincial au fédéral. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et les assumer. Et moi, si la halte va être pérenne, ben ça appartient aux 3 paliers de gouvernement de prendre des responsabilités, puis je vais les interpeller et je ne vais pas les lâcher. On a été à risque de fermer l'année passée parce qu'on manquait de financement. Il a fallu que j'aille dans les médias. Tous les grands médias parlaient de la halte. La semaine après, j'avais un chèque de 600 000. Est-ce que je veux faire ça à chaque fois? C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Tu sais, on veut vraiment qu'il y ait une collaboration et une responsabilité. Mon souhait le plus cher, là, c'est que nos organisations qui viennent en aide aux personnes vulnérables disparaissent et que ce soit la société globalement qui puisse répondre à ça et non toujours le communautaire. Mais est-ce que vous trouvez dans vos 3 secteurs respectifs que que votre utilité a été encore plus justifiée que ce qu'elle était avant la pandémie? Je te dirais, puis je vais juste répondre à ça, puis après je laisse les autres, mais cette semaine, on s'est fait dire par des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont eu accès à des hauts fonctionnaires au ministère de la Santé, que le communautaire, si le communautaire n'avait pas été là, pendant la pandémie, le système de santé se serait écroulé, se serait tombé. Donc, je pense que les 4500 organismes communautaires au BNL ou associations et tout ça qui ont soutenu la société pendant la crise, on doit les reconnaître à leur juste valeur aujourd'hui, puis ça appartient maintenant au gouvernement à le faire. Nous, nos demandes sont là depuis longtemps, mais ils peuvent-tu, pour une fois, répondre à cette demande-là? Julie, votre rôle, excuse-moi, pas Julie, Caroline, parce que le milieu associatif dans la crise a eu des chapeaux qui n'avaient pas
Et avant, puis ça, c'est tout secteur confondu. Tu sais, je suis en contact avec des associations dans d'autres secteurs, en éducation, en tourisme, ailleurs. Puis, oups, tout d'un coup, du jour au lendemain, ben, ils venaient plus utiles qu'avant. Ah oui. Ben oui, je l'ai dit Plus tantôt. central, disons, peut-être, dans leur Oui, rôle. ben en fait, on était réunis aussi, mais il n'y a personne que leurs chantiers de construction ont été fermés. Là, c'était une réalité inconnue. On s'est mis à faire notre lobby de clauses de vie ou de contrat a changé. Tout ça, ça a été mis sur pause. Puis on a fait du lobby, toutes les associations ensemble, sur justement peut-être des clauses qui commençaient à arriver dans les documents d'appel d'offres parce que des municipalités avaient peur, puis là, mettaient des clauses sur les frais supplémentaires qui pouvaient être générés pour toutes les mesures sanitaires, etc. Fait que notre lobby a continué, la lorgnette a changé. Mais ça a fait en sorte que ça a permis de sensibiliser les donneurs d'ouvrage. Pour la question du financement, je devrais revenir là-dessus. Moi, ce que je ressens beaucoup actuellement, c'est peut-être le gouvernement Legault, là, mais encore hier, M. Fitzgibbon le disait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ministères qui ont beaucoup de sous actuellement. Puis ils interprètent, en tout cas, chez nous. Oui, non, mais il y en a partout, là. C'était phénoménal, là. C'est ça. Mais en tout cas, on est en année électorale bientôt. Ouais. Fait que les associations, là, tu sais, tantôt, Marie-Julie, tu disais les DG, c'est nos jobs, là. Ben, je pense que c'est nos jobs de prendre nos bâtons de pèlerin, d'aller voir les instances avec lesquelles on travaille régulièrement, puis des fois de penser que c'est peut-être pas mauvais d'aller voir des ministères qu'on n'a jamais rencontrés, d'aller voir s'ils ont des budgets particuliers pour nous. Je pense à l'économie et l'innovation. Nous, on est plus avec le MTQ, le ministère des Affaires municipales, le Conseil du Trésor. C'est les 3 ministères que je connais par cœur. Mais le ministère de l'Économie, un peu moins. Puis hier, justement, on avait M. Fitzgibbon. Il y a des programmes il y a plein, on ne peut pas être à jour sur tous les programmes, là. Mais il ne faut pas avoir peur comme gestionnaire d'aller cogner aux portes, comme Nicolas l'a fait par la part des médias, là, mais il faut aller rencontrer et leur demander s'il y a des programmes qui peuvent nous aider dans notre travail. Oui. Puis ça, c'est la job des députés, hein, by the way, de vous aiguiller chacune dans vos régions, parce qu'on ne peut pas appeler au 100 ministère, là, puis dire c'est quoi le programme qui est pour moi. C'est la job des députés de le faire, puis de vous aiguiller là-dedans. Ouais, je vais t'avouer, Marie-Julie, qu'avec la complexité des programmes, puis il y en a qui ont eu des durées de vie. Tu sais, prenez le PACME, là, par le temps qu'il a été mis au monde puis qu'il est mort, ils n'ont même pas eu le temps de lire le document tellement il était épais. Fait qu'il faut être réaliste, mais au-delà de ça, je pense que ça prend des ressources. Et des fois, je le vois dans certains secteurs, des ressources conjointes, 2, 3 organismes qui se mettent ensemble et qui se payent une personne pour faire des demandes de financement. Puis négligez pas le milieu municipal. C'est sûr que là, on va vivre une pause de 3-4 mois à cause des élections municipales qui s'en viennent. Mais moi, je vois, on travaille de plus en plus avec des municipalités qui ont une volonté de revoir leur collaboration avec les organismes qui sont accrédités sur leur secteur dans tous les champs d'intervention. Les MRC aussi ont pris un rôle régional qu'ils n'avaient pas il y a 5 ans. Fait que des programmes comme le Fonds d'aide au développement régional, c'est un programme passe-partout en financement, ça. Tu peux faire plein d'initiatives avec ces programmes-là. Fait que c'est sûr que la dynamique de financement public, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le système. Exactement. Après la période des libéraux, tout le monde a été coupé. Là on voit qu'il y a une volonté à bien des niveaux, tout secteur confondu. C'est la même chose en culture, c'est la même chose en tourisme, en santé. On parle de rehaussement du PESOC. Pas tout le monde qui va l'avoir, on le sait, mais tu sais, on voit qu'il y a cette volonté-là. On voit que tu as des municipalités qui prennent conscience des organismes qui sont sur leur territoire, à qui peut-être qu'ils ne parlaient même pas avant, surtout dans les municipalités intermédiaires. Mais puis je pense qu'il y a une notion essentielle comme DG, ou à tout le moins, si on ne se sent pas assez solide pour le faire, faut s'allier avec quelqu'un de notre conseil d'administration. Mais mon message, c'est qu'il faut arrêter, comme au BNL, de dire, avoir la pensée, je vais essayer de faire pitié, fait que ça va marcher. On parle à des gens d'affaires, on parle à des leaders, on parle à du monde là qu'ils sont toujours en mode solution. Puis si on ne parle pas à ces gens-là, c'est parce qu'on ne parle pas à la bonne personne. Puis que là, on est tombé sur un fonctionnaire qui, lui, travaille de 9 à 4h30, puis il faut qu'il prenne sa pause de 1h30 puis de 3 heures. Fait que ça, c'est pas jamais la bonne personne là, pour nous aider à avancer. Il faut parler aux leaders, aux décideurs, puis il faut s'adjoindre quelqu'un pour venir faire cette représentation-là avec nous.
c'est essentiel que les gens saisissent, que ce soit municipal, provincial ou gouvernemental, fédéral, gouvernements fédéraux, c'est vraiment une façon de... C'est pas quelque chose qu'on quête, c'est quelque chose qui nous est carrément dû. Les Québécois, Québécoises payent des taxes, des impôts pour qu'il y ait des programmes qui soient mis en place pour aider les organismes communautaires, sans qui, puis je ne sais plus qui le disait tantôt, le système de santé, tous les systèmes tombent si le communautaire n'est pas là. Nous autres, on vient ramasser tout ce que les autres ne sont pas capables de faire. C'est pas juste le cas du communautaire, Julie, c'est le cas du tourisme. S'il n'y avait pas eu des associations touristiques sectorielles, des associations touristiques régionales, en culture, ça a été la même chose. De l'UDA à aller... Exact. Il y avait dans tous les secteurs, l'écosystème des OBNL a été le cas. Puis dans l'associatif, c'est la même chose. En développement économique, les chambres de commerce, les organismes de développement économique locaux, toute l'infrastructure de développement repose sur différents types d'OBNL. Oui. C'est sûr que, mais au-delà de dire que cet argent-là n'est dû, je te dirais aussi surtout que c'est que cet argent-là a de l'impact. Oui. Je me prends 100 000 $, je le mets dans la main de fonctionnaires, je prends 100 000 $, je le mets dans les mains d'un organisme. En termes de retombées et d'efficacité, je parle peut-être pour ma paroisse, là, mais je le sais que ça va être du 1 pour 4. Vous allez prendre le 100 000, puis vous allez en chercher un autre 300 000 ailleurs, puis vous allez opérer avec ça. Fait que ça, c'est une mécanique dans la reddition. Puis moi, une des apprentissages que j'ai vu avec beaucoup de DG, c'est une façon différente de faire sa reddition de compte. Oui. C'est aussi un discours dans différents organismes qui c'est oui, OK, l'intervention, c'est le fun, mais sommes-nous efficaces dans ce qu'on fait comme intervention? Puis, dans un autre rendez-vous, Richard Dano, Moisson Montréal, a donné un super de bel exemple. Il dit la pandémie, ça nous a permis, nous autres, de passer de 80 bénévoles par jour à 33. Tout ça en passant de 1,5 million, non, plus que ça, je pense qu'il y a tout cas, en triplant la quantité de denrées. Parce qu'ils ont pris le temps d'être plus efficaces, de revoir leur façon de faire, comment on peut rouler. Puis c'est le genre de discours aussi, parce que pandémie, la fin, pas la fin, mais ce qu'on vit actuellement, là, le prochain défi, c'est le défi de main-d'œuvre. Fait que si on ne réinvente pas nos façons de faire, on ne réglera pas plus notre défi de main-d'œuvre. Là, on a eu un défi de main-d'œuvre du fait qu'on envoyait tout le monde chez eux et qu'on avait des restrictions sanitaires. Mais là, on va avoir un défi de main-d'œuvre qui va être relié au fait qu'il y a de moins en moins de gens qui vont vouloir travailler. Puis si tu es une petite organisation, que tu ne fais pas ouf, puis hey, j'ai vraiment le goût, tu vas avoir de la misère à recruter aussi. Fait que il y a des apprentissages que la pandémie nous a laissés qu'il va falloir qu'on prenne puis qu'on amène dans d'autres secteurs qui vont être dans d'autres difficultés qu'on va avoir dans les prochains mois et dans la prochaine année. Écoutez, on a déjà une heure de fête. Peut-être une ou deux petites choses avant qu'on termine. Il y a entre autres une question, là. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est un commentaire qui est plus relié au fait que de changer le type de projet pour aller plus vers des projets comme des liquidités. Puis de travailler. Moi, je suis curieux de vous entendre sur les modes de travail. Parce que les modes, oui, on a parlé beaucoup de télétravail, mais au-delà du télétravail physique, la distance, la façon de travailler, donc oui, la distance, mais l'intégration des technologies plus grandes, où vous en êtes là-dedans par rapport à ce que vous allez faire en 2022, 2023, vous autres? Caroline, je commencerai avec toi. Bien, c'est surtout dans le volet formation que ça va changer beaucoup chez nous au niveau des comités, même peut-être les comités. On a plusieurs comités dans l'association. Cette semaine, on avait un comité formation, puis on offrait en hybride, mais il n'y a pas grand monde qui a levé la main pour venir au bureau. Fait que finalement, ça s'est fait en virtuel, puis ça a super bien été. Je pense que les gens apprécient le fait qu'ils sont au bureau, ils font une réunion, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ça va changer notre façon de voir les choses. Sur la question de la pénurie de main-d'œuvre que tu parlais tantôt, Stéphane, j'assistais cette semaine à un webinaire du Conseil du patronat du Québec sur les prévisions salariales, qui était hyper intéressant parce que comme DG, on a des demandes salariales qui nous arrivent, fait qu'il faut être à l'affût de ça. Il y a un thème qui a été abordé que je ne savais pas, mais quand ils sont mis à parler de ça fait bien du sens. Ils appellent ça la grande démission. C'est un syndrome aux États-Unis, au Canada. La pandémie a généré ça un peu partout. Si vous voulez aller lire là-dessus, là, je suis sûre qu'il doit y avoir des textes là-dessus, là, mais c'est
les gens, maintenant, ne travaillent plus pour travailler. Ils vont travailler parce que ça leur tente, parce que ça les motive, parce encore plus avec la pause a imposé une réflexion profonde chez plusieurs personnes. Nicolas en parlait tantôt au début là, de revoir nos valeurs, notre façon de faire notre travail, etc. Puis ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont démissionné de leur poste sans même avoir rien d'autre après, là. Fait que comme gestionnaire, on est confronté à des réalités comme ça. Fait qu'il faut se réinventer comme gestionnaire, comme donneur d'ouvrage, comme employeur, pardon. Ça, c'est pour mes entrepreneurs. Mais comme employeur, il faut voir à être à l'écoute d'eux, d'être plus proche, d'être encore plus empathique envers eux. Mais moi, ça, c'est un élément qui m'a beaucoup touchée. Puis je me suis dit, ça a vraiment probablement marqué plus profondément nos travailleurs qu'on peut le croire. Puis même nous autres aussi, peut-être. Parce que ça l'a ouvert des perspectives. Tu sais, on se disait pendant combien d'années, on se dit, il faut que je reste à Montréal parce que les jobs sont là. Là, tu te dis, je vais travailler en région ou je vais prendre un chiffre de soir parce que, pas nécessairement. D'aller jusqu'à ne plus travailler aussi. Tu sais, la grande démission, c'était pas de dire, je m'en vais ailleurs ou, il y en a qui ont dû faire ça pour renégocier des choses. C'est correct, ça fait partie de la game. Mais de complètement s'arrêter. Mais ça me touche beaucoup ce que tu dis, Caroline, parce que moi, je suis passé par là. Moi, je suis passé d'une organisation stable à une organisation dans l'urgence en pleine pandémie. Donc, j'ai plongé d'une organisation avec du financement périn pour les 30 prochaines années à une organisation où ils ont du financement jusqu'en mars 2022. Mais j'étais rendu à faire le choix de ce que j'ai le goût, ce que je veux, puis c'est ça aussi. C'est ça, je pense, qui est important de comprendre. Oui. Même si ma job était stable, on fait des choix maintenant. On a comme plus de choix en pénurie de main-d'œuvre, entre guillemets. Puis nos employés le vivent aussi, mais les gestionnaires le vivent aussi. Combien de gestionnaires ont changé d'emploi et tout ça pendant la pandémie parce qu'il y avait le goût de faire autre chose, il y avait le goût de plonger ou même juste des pauses. Puis je pense que c'est très judicieux ce que tu dis, Caroline. Excuse-moi, Virginie, mais d'avoir entendu ça, ça m'a piqué ma curiosité. C'est sûr, je vais aller lire là-dessus parce que c'est un nouveau phénomène. Oui, puis la génération aussi qui s'en vient comme nouveaux travailleurs au niveau des soins, on s'entend que il y a 3/4 de travail jour, soir, nuit, là, mais c'est autre chose qu'au niveau administratif, gestion. La nouvelle génération qu'on va embaucher, ils veulent pas nécessairement faire du lundi au vendredi 9 à 5. Ils veulent normalement pas travailler le vendredi, mais s'ils travaillent le dimanche avant midi parce que eux autres, ça leur tente, il va falloir que, comme gestionnaire, on s'adapte aussi à ça pour répondre à cette volonté-là qui, il y a même juste 5 ans, là, on n'était pas habitué à se faire dire... La difficulté, c'est pas tant les gestionnaires qui s'adaptent à ça, c'est faire comprendre ces enjeux-là à votre conseil d'administration. Ça, c'est encore plus difficile. Les membres en arrière aussi. Et les membres aussi, parce que les premiers postes qui sont affectés, ce sont les votes, c'est les postes de direction générale, direction adjointe, ainsi de suite, où traditionnellement, tu avais quelqu'un qui se dévouait. Quand la personne part, là, on se rend compte que finalement, c'est pas une personne. Après le 3e affichage, ça en prendrait 2. Mais c'est la situation, on la vit. Là. On a une plateforme d'affichage. Là, puis le nombre d'offres qu'on a, où finalement, ils font appel à nous par un 2e affichage parce qu'ils n'ont pas trouvé. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est un super-héros à 50 000 par année. Oui. Il y a une réalité où il y a une réalité de conscience de ce que c'est vraiment aussi. Parce que un autre des apprentissages, moi, que je veux mettre de l'avant, c'est la professionnalisation de ce que c'est d'être gestionnaire d'OBNL. Tu sais, il y a souvent le profil de l'ancienne intervenante qui est devenue DG ou de l'ancienne directrice des communications qui est devenue DG, mais là, faire de la gouvernance, faire des états financiers, puis ainsi de suite. Fait que donc, ça amène une obligation que les conseils d'administration soient beaucoup plus présents en termes de coaching et en termes de formation continue des gens qui sont dans vos positions aussi. Je serais curieux, toutes les trois, aujourd'hui, de vous poser la question, avez-vous un programme avec votre CA de coaching et de formation? Oui, moi de mon côté, grâce à Emploi Québec, on va plugger Emploi Québec ici. Si Emploi Québec n'était pas là, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans les 2 dernières années en termes de financement. C'est incroyable. En ce moment, je suis un cours avec une organisation là, en gestion des ressources humaines sur 1 an à distance. Je vais avoir du coaching pour mes employés. On va faire une planification stratégique.
on va revoir notre échelle salariale. Tout ça n'est pas possible avec les fonds qu'on a aujourd'hui en tant qu'organisation. À la fin, c'est une de vous deux qui disait on paye des taxes, mais c'est pas pour rien qu'on paye des taxes, il faut que ça revienne aussi. Puis ça revient dans les organismes en partie. Puis moi, je dirais que oui, le coaching est là, puis il est présent dans notre organisation et mon CA embarque à 100%. Tu sais, ils ne sont jamais frileux, le CA que j'ai aujourd'hui, à dire ça coûte 50 000, oui, mais tu vas avoir du financement à l'auteur de 80%, on y va. Tu sais, on y va, puis on plonge. Il faut qu'on plonge, puis il faut qu'on se fasse accompagner par son CA. Il faut que les CA soient dans l'ouverture vis-à-vis de leur gestionnaire. Mais il faut que les gestionnaires puissent avoir l'humilité de dire je ne suis pas à l'aise dans tel domaine, je vais aller me faire former, s'il vous plaît. Tu sais, il faut qu'on aille, on ne peut pas, comme disait Stéphane, être des super-héros dans tout. Là. On a des avantages, puis des inconvénients, puis des points forts, puis des points faibles. Mais il faut donc avoir l'humilité de dire, excusez, il faudrait investir un 10-12 000 que je vais me faire financer par Emploi Québec à 80% pour développer ma compétence en gestion des ressources humaines ou en trésorerie ou peu importe, il faut le dire. Si on ne le dit pas puis qu'on attend que ça nous soit offert, c'est une autre affaire. Puis, il faut avoir l'humilité de dire quelles sont nos faiblesses. Parce que des fois, on rentre en poste, on va impressionner notre conseil d'administration, puis parce qu'il y a une question qui est rentrée en même temps parallèle. Marlène a dit, je pense que nous devons être des super humains, trouver de l'argent, être bon patron, proche de nos employés, blablabla, blablabla. C'est la perception, puis c'est des fois la différence de compréhension avec beaucoup de conseils d'administration. Mais dites-vous une chose, si c'est bon pour vous, c'est bon pour votre staff aussi. Oui. S'il y a quelque chose qui a sorti dans les sondages reliés autour des raisons de départ, c'est le manque d'accomplissement de soi puis le manque de progression dans une organisation, puis ça passe par l'amélioration de ses compétences. Un autre apprentissage qui est à mettre de l'avant, c'est d'intégrer des budgets de formation puis de développement de compétences qui n'étaient peut-être pas là traditionnellement. Puis, tu sais, tantôt, je parlais, Caroline, des équipes dans ton secteur qui ont passé du milieu événementiel logistique au numérique. Mais à un moment donné, tu ne deviens pas compétent. Puis je connais un paquet d'organismes que leurs événements numériques ont été des échecs cuisants parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour les gérer, parce qu'ils ne pouvaient pas penser que du jour au lendemain, c'était la même chose. C'est pas la même chose. C'est un super exemple. Tu peux aller chercher des sous pour te faire former, mais il faut être capable, comme gestionnaire, de dire à un conseil d'administration, là, on va faire un congrès en virtuel sur 2 après-midi. J'ai besoin d'une équipe top-notch parce qu'on ne connaît pas ça. Ça va coûter 25 000 de plus. J'ai besoin de ça, mais on va vous faire un super congrès. C'est ça qu'on a fait cette année, mais ils nous ont dit, OK, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus Ils nous ont challengé l'autre bord, ça n'a pas été facile de même, mais on est allé chercher un petit peu plus de partenariat, mais ils ont compris que si on voulait faire quelque chose d'exceptionnel, puis on avait besoin de cet argent-là. Puis au final, les gens se sont connectés à 1h30, se sont débranchés à 6h, puis le party était pogné. Là, les 2 après-midi, ils sont restés, ils nous ont dit, on n'était comme pas capable de se débrancher. Fait que les gens sont restés connectés avec nous. Mais c'est ça, il faut avoir. Puis pour la formation, il faut y aller au niveau de leadership, il faut prendre le temps. Le certificat dont tu parlais, Marie-Julie, moi, je l'ai fait l'année passée, mais si tu as des administrateurs, la condition d'un conseil d'administration, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, c'est sûr, là, mais quand tu as des gens autour de ta table, moi, c'est tous des administrateurs, ce sont tous des entrepreneurs, tous des chefs d'entreprise. Quand je suis arrivée dans mes premières réunions de conseil d'administration il y a 13 ans, je suis sortie de là, je tiltais, je me disais, Seigneur, je me faisais poser 50 fois par réunion combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. C'est tous des gens de business qui calculent non-stop. Fait que quand tu es dans un conseil d'administration, il faut que ils ont cette force-là de t'amener. Puis quand tu amènes quelque chose de logique en disant, comme Nicolas disait, la formation coûte 50 000, j'ai 80 000 de subventions, ça va amener ça à l'organisme, ils vont dire oui. Il faut que tu arrives préparé avec ta demande, il faut que tu arrives avec une motivation, il faut que tu sois allé chercher tes informations, il faut que tu saches qu'Emploi Québec, 1er avril, les coffres sont réemplis. Appelle Emploi Québec dans ton sac. En tout cas, moi, Montréal, c'est 1er avril, les coffres sont pleins. Même chose. Donc, on va conclure avec ça parce que faut que vous alliez travailler, hein? Oui, un peu. Mais ce que je retiens de ce que tu dis, Caroline, puis un petit peu ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit toutes les trois, c'est que le rôle de gestionnaire, il a changé, puis il va être encore en adaptation. On a appris des choses, on s'est adapté. On a parlé beaucoup du terme de résilience dans les derniers 18 mois. Je pense qu'il va falloir, mais que ça reste aussi un travail d'équipe avec vos équipes, un travail d'équipe avec votre conseil aussi. Je
pense que si je résume un petit peu ce qu'on vient de dire depuis 1h20, ça ressemble à ça. Je vous remercie encore grandement de votre participation. Et moi, j'ai juste besoin de vous dire, n'oubliez pas que ça peut s'arrêter quand même. Prenez soin de vous, comme disait Nicolas tantôt. Soyez doux avec vous, soyez doux avec votre monde, parce que la semaine prochaine, on ne sait pas si c'est encore là. Non, c'est ça, exactement. Je ne peux plus rien rajouter à part un gros merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai hâte de vous retrouver. Merci. Bye bye. Au revoir. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.